Salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais te faire un petit audio pour te parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le mal-être des salariés. Et je vais essayer de te donner 3 conseils tirés de mon expérience professionnelle. Beaucoup de salariés ont du mal à trouver leur voie professionnelle. Quand on est jeune, au collège ou au lycée, ce n'est pas encore un problème. Pas de quoi s'inquiéter, se dit-on. Mais quand on a 30 ans ou 40 ans, et qu'on ne se sent toujours pas à sa place dans son travail, ou pire, quand on n'a pas de travail malgré ses efforts, là ça devient beaucoup plus problématique. Le fait est que des millions d'entre nous se lèvent le matin sans motivation, sans plaisir, sans énergie, et avancent. Alors on se bat parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais ce n'est pas ça la vie. J'ai longuement réfléchi pour comprendre l'origine de ce phénomène et pour tenter d'en identifier les solutions. J'ai d'ailleurs créé mon site mehdileformateur.fr ainsi que ma chaîne YouTube pour exprimer ma propre douleur. Pour moi, c'était une sorte d'exutoire. Alors si tu te reconnais dans les affirmations suivantes, eh bien, tu peux me laisser un commentaire à la fin de cette vidéo et me partager ton propre ressenti et ta propre expérience. En attendant, laisse-moi te donner 3 conseils tirés de ma relativement longue expérience qui te feront réussir financièrement et professionnellement, j'espère. Le premier cas est celui d'une personne, généralement diplômée, avec des tas de qualités, qui a toujours été respectée dans son travail. Mais un jour, elle perd son emploi, ou parce qu'elle a fait le mauvais choix, elle en a changé en pensant qu'elle en trouverait facilement un autre rapidement. Mais évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et aujourd'hui, malgré ses efforts, cette personne n'obtient qu'un entretien. Les semaines passent, puis les mois, et parfois les années. Lentement, mais sûrement, cette personne s'est retrouvée précarisée, isolée, exclue de la vie sociale. Parce que, quelque part dans la société moderne, une personne sans travail, quand j'entends sans travail, je parle sans travail salarié, est souvent perçue comme un loser. Au moins, à une époque, ceux qui ne trouvaient pas de travail pouvaient retourner à la campagne, vivre de la culture de leur terre, par exemple. Mais dans le monde moderne, nous n'avons plus ni terre, ni maison qui nous appartiennent. Et nous ne savons même plus cultiver ou élever des animaux. Nous ne savons pas pêcher. Nous ne savons pas cultiver. Nous sommes des citadins totalement dépendants des supermarchés pour notre nourriture et d'Amazon, par exemple, pour nos vêtements. Nous sommes comme des loups à qui on a enlevé les griffes et les crocs, réduits à manger de la pâtée pour chien. D'un côté, nous sommes totalement dépendants des entreprises et des employeurs à qui nous vendons notre temps de vie en échange d'un salaire. De l'autre, nous n'avons pas d'autre alternative que de demander les aides de l'État quand nous n'avons plus de travail, car nous ne pouvons survivre par nous-mêmes. Oui, les aides de l'État ont certes le mérite d'exister pour les plus fragiles, pour les anciens, pour les malades, pour les enfants, pour les étudiants. Mais qu'en est-il de ceux qui sont empêchés de travailler? Je suis actuellement chef de projet hôtelier dans une entreprise internationale et une partie de mon travail consiste à préparer l'ouverture de grands hôtels et donc à recruter. À une époque de ma vie, j'ai envoyé moi aussi des tonnes d'emails sans même recevoir de réponse. Et à vrai dire, je ne comprenais pas vraiment ce qu'il se passait. Au point que je suis parti chercher du travail dans le Golfe.
Et ça, c'était dans les années 2012-2013. Maintenant que je suis passé du côté des recruteurs, permets-moi de te donner quelques conseils. D'abord, personnellement, en tant que recruteur, je ne lis jamais les lettres de motivation. Donc, il faut vraiment que tu mettes l'accent sur ton CV. Et la lettre de motivation, en fait, doit me permettre à moi, qui suis recruteur, de pouvoir, en l'espace de quelques secondes, avoir une image globale de ce que tu peux apporter à mon entreprise. Donc, les lettres de motivation génériques, dans lesquelles tu vas te décrire avec des adjectifs, je suis sérieux, ponctuel, professionnel, ne servent strictement à rien. Il faut que lorsque tu rédiges ta lettre de motivation, tu donnes des exemples concrets de ce que tu vas pouvoir apporter à ton employeur. Le deuxième point important, c'est que les CV que je retiens sont toujours ceux qui démontrent une expérience presque exactement similaire à celle du poste à pourvoir. Par exemple, imaginons que je cherche à recruter un chef pour un hôtel de luxe 5 étoiles, disposant de 3 restaurants et servant entre 1000 et 2000 couverts par jour. Ce chef va être amené à diriger une équipe de 80 à 120 personnes en cuisine, et parfois davantage. Or, pour ce poste, j'ai eu des personnes qui se sont présentées avec comme expérience d'avoir travaillé dans un restaurant de 20 tables avec une équipe de 4 personnes. D'autres postulent avec comme expérience d'avoir été chef dans une cantine scolaire. D'autres encore n'ont qu'une année d'expérience. Alors, est-ce que tu vois le problème? Alors, on se parle, tu vois, en tout cas, je te parle à travers cet audio, et je pense qu'on peut se parler sincèrement. Quand je te dis ça, quand je t'explique pourquoi j'ai mis de côté des CV parce que l'expérience n'avait rien à voir avec celle que je cherchais, eh bien, je sais que probablement, si tu ne trouves pas de travail, c'est que tu fais la même chose. Et je ne te juge pas. J'ai fait cette erreur moi aussi. Et je me disais, oui, mais je peux le faire. Je suis intelligent et je peux m'adapter. Mais pour être honnête, ça ne fonctionne pas comme ça. Soyons raisonnables. En tant que recruteur, je ne peux pas recruter un parfait inconnu à un poste aussi stratégique. Une personne qui risque d'être complètement dépassée par l'ampleur des responsabilités et qui pourrait faire d'énormes erreurs et du coup pourrait mettre en péril la réputation de l'entreprise, la réputation de son restaurant et la réputation du recruteur. Parce que quelque part, quand on recrute une personne qui est incompétente, c'est d'une certaine manière sa propre responsabilité et sa propre compétence à recruter les bonnes personnes qui peut être questionnée. Si ton expérience c'est d'avoir été chef, si ton expérience c'est d'avoir été chef cuisinier dans un petit restaurant, alors ne postule pas directement pour un poste dans un restaurant gastronomique d'envergure internationale. Évidemment, ce qui va se passer, c'est que ton CV va finir à la corbeille, non pas parce que ton expérience ne vaut rien, non pas parce que tu ne vaux rien, non pas à cause de la couleur de ta peau, mais simplement parce que ton expérience ne correspond pas au poste qui est recherché. En général, dans un restaurant de luxe, par exemple, on cherche un chef qui a travaillé auprès de chefs étoilés ou auprès de chefs qui sont renommés. Et on cherche un chef qui a déjà travaillé dans des restaurants de luxe. Alors que faire? La réponse est simple. Il faut revoir ses exigences à la baisse. À la rigueur, tu peux postuler comme chef de parti. Un chef de parti, c'est un chef dans un département donné. Par exemple, le chef responsable des salades, le chef responsable des grillades. Mais tu ne peux pas postuler comme chef exécutif. Donc tu dois postuler pour un poste plus modeste et commencer à développer ton expérience dans la cuisine de luxe de manière à acquérir de nouvelles compétences. C'est la technique du pied dans la porte. La solution réside dans le fait que tu reconnaisses que tu ne corresponds pas au profil pour le poste auquel tu postules.
Ainsi, tu vas te construire une expérience dans la gastronomie de luxe et cela va faire effet sur ton CV. Pour ton prochain poste, tu auras déjà une expérience plus solide et ainsi de suite, jusqu'à atteindre ton rêve de devenir chef dans un grand restaurant gastronomique. C'est exactement la même chose pour ton business. Certains, sur Internet, te font rêver et te font croire que tu vas facilement gagner de l'argent. Et je l'ai souvent dénoncé sur cette chaîne. En tout cas, ce type de marketing que j'estime être malhonnête. Mais la réalité, c'est que gagner de l'argent implique d'avoir beaucoup d'argent à investir. Plus tu investis, plus tu gagnes de l'argent. Alors, mon premier conseil est de ne pas être pressé. Et là, je vais te parler d'une deuxième catégorie de personnes. Cette deuxième catégorie de personnes possède un job, mais cette personne est malheureuse. Pourquoi? Parce que ce job ne correspond pas à ses ambitions, à ses aspirations, à sa vision de la vie. Quand ça t'arrive, eh bien, tu as le sentiment de courir sur un tapis de salle de gym. Tu te dépenses comme un diable, mais au final, tu fais du surplace. Ton job ne répond pas à tes ambitions. Tu voudrais avoir plus de responsabilités qu'on daigne t'en confier. Alors, avoir un travail, mais ne pas s'y plaire, c'est comme être enfermé dans une cellule de prison, triste, sans fenêtre, exigu et sans décoration. Cette pièce, c'est ton travail. Et tu te lèves le matin, tu quittes ton lit et ta liberté pour choisir toi-même, et c'est pire, d'aller t'enfermer dans cette cellule de prison. C'est rageant, mais tu acceptes de le faire parce que tu as besoin de toucher un salaire. C'est ce que Karl Marx appelait l'aliénation. C'est le fait de choisir volontairement, consciemment ou non, de se vendre en échange d'un salaire. Alors que faire dans ce cas? Là encore, bien souvent, la solution est devant tes yeux. Ton job ne te plaît pas et t'ennuie? Eh bien, débrouille-toi pour te former afin d'évoluer dans ton entreprise en utilisant celle-ci pour te créer de nouvelles opportunités. Et souvent, notamment en France, c'est possible. Tu ne souffres pas dans ton travail. Simplement, tu t'ennuies et ne t'épanouis pas. Alors, utilise le levier de cette entreprise, de ce poste en CDI, pour accéder à tes droits à la formation et développer de nouvelles compétences. Qui dit nouvelles compétences, dit nouvelles responsabilités. Les entreprises, en général, raffolent de ces profils. Le tout est de leur faire comprendre que ce sera un plus pour elles. Ensuite, fort de tes nouvelles compétences, demande de nouvelles responsabilités. Si la situation est bloquée, tente la mutation interne en restant dans la même entreprise, par exemple dans une autre ville ou dans un autre pays. Et si tu ne trouves rien, eh bien commence à postuler auprès d'autres entreprises. Ce sera donc mon second conseil. Sois comme l'eau qui coule. Trouve les petits interstices de liberté, les petites failles dans les murs et engouffre-toi dedans. Demande à être formé, renseigne-toi sur tes droits, demande à avoir plus de responsabilités, demande à évoluer. Ta seule prison, ta seule cellule, c'est ta propre peur de demander, c'est ta honte, c'est ta timidité, c'est le fait de ne pas connaître tes droits aussi. Tu l'auras compris, mon deuxième conseil est de te battre pour tes droits et pour ta liberté. Sois demandeur, sois actif et ne t'attends pas à ce qu'on te donne. Prends ce qui te revient de droit et n'aie pas honte. Enfin, il y a le dernier cas, et c'est peut-être le pire, où tu bosses dans un environnement hyper anxiogène et toxique. Cette fois, le matin, en te réveillant, c'est comme si, en plus de prendre ton café chaud, tu ingurgitais un grand verre du bassin de refroidissement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Tu sais que cela va te tuer à petit feu. Mais tu bois, tu sec, ton poison quotidien. Ce poison, en fait, c'est devenu ton travail. C'est ton boss qui t'humilie, c'est le micro-management,
c'est le rythme de travail tenable. Et toi, tu ingurgites chaque jour ce poison, tout en sachant que peu à peu, cela va te détruire, te rendre malade, briser ton estime de soi et provoquer inévitablement des dégâts sur ta santé psychologique. Pourquoi accepter cela? Eh bien, par peur de ne pas avoir d'argent. Mais je te pose une question. À combien estimes-tu la valeur de ta santé? Quel est son prix? Il ne faut pas sous-estimer ce phénomène qui touche en moyenne 15 à 20% des salariés. Que cela concerne la caissière du Monoprix ou un manager du CAC 40 payé 20 000 € mensuels. La première chose à faire dans ce cas, c'est soit de préparer ton départ discrètement, en évaluant correctement la situation, mais dans ce cas-là, prends en compte une chose. Il est 10 fois plus simple de trouver un travail quand on a déjà un travail que de trouver du travail quand on n'en a pas. Donc attention à ne pas tomber dans le piège de la première personne que j'ai citée au début de cet audio. Parce que dès lors que tu ne travailleras plus, tu vas perdre 80% de ta crédibilité auprès des recruteurs. Donc, ta mission serait idéalement de trouver du travail avant de partir. Et si c'est vraiment trop difficile, que faire? Dans ce cas, il te reste à consulter un médecin du travail afin de te mettre en maladie, le temps de récupérer des forces et de trouver un autre travail. Mon troisième conseil est donc celui-ci. Et je vais bientôt m'arrêter dans cet audio. Mais avant de te le donner, je t'invite à t'abonner à la newsletter légendaire dans laquelle je partage un contenu exclusif. Évidemment, si tu as aimé cet audio, like-le et surtout, partage-le au maximum autour de toi. Donc j'en reviens à mon dernier conseil. Donc, ce troisième conseil, c'est celui-ci. N'accepte jamais de faire quelque chose qui te dégrade. Peu importe ton salaire, ta dignité humaine et ta santé psychologique n'ont pas de prix. Si je devais résumer cet audio en 3 points. 1. Il faut pouvoir reculer pour mieux sauter et accepter parfois des emplois que tu estimes n'être pas à la hauteur de tes ambitions pour pouvoir atteindre ton objectif professionnel. Je t'ai donné l'exemple avec le chef cuisinier tout à l'heure. Le deuxième point, c'est de comprendre que personne ne te donnera jamais rien. Il faut se battre pour obtenir ses droits. Et c'est ce que je t'ai dit sur le fait de faire des formations en interne. Sache aussi que si tu arrives à négocier avec ton entreprise ton départ, eh bien tu auras le droit, la plupart du temps, en tout cas dans la plupart des pays qui sont modernes et riches, eh bien tu auras le droit de te former et donc il sera possible de te reconvertir. Et enfin, le troisième point important, c'est que le travail, comme les études d'ailleurs, ne devrait jamais être ressenti comme une souffrance. Si c'est le cas, c'est que tu dois en changer. J'espère que cet audio vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, vous likez, vous le commentez, vous le partagez avec un maximum de vos amis et ce sera votre manière de participer au succès de cette chaîne qui, pour l'instant, n'a que 2500 abonnés, mais j'aimerais bien atteindre rapidement les 10 000 abonnés. À très bientôt. Ciao.